Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre thématique sur la formation aide-soignante et je vous propose de continuer en parlant des stages. Donc c'est une partie peu joyeuse pour certains parce qu'en fait c'est vraiment une immersion totale dans le milieu. Vous êtes intégré à un service et je vais vous donner des informations sur les stages. Voilà. Donc en fait, pour résumer, votre formation d'aide-soignante est composée de 8 modules, ça on le sait. Et vous avez je vous ai expliqué les modalités d'évaluation de ces modules dans la précédente vidéo, que je vous invite à revoir si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de souvenir. Et donc en fait, il faut savoir que cette formation est à la fois théorique et pratique. Donc c'est une formation en alternance où vous allez avoir à la fois des cours et aussi des expériences en stage. Donc vous allez avoir différents services de stage et notamment un service qui est quand même important dû à la surreprésentation de cette catégorie dans la population, c'est la gériatrie. Donc la gériatrie, les soins à la personne âgée. Donc les soins à la personne âgée peuvent être dans différents établissements. Donc la gériatrie, de toute manière, on en fera à moins d'être dans un service d'obstétrique ou dans un service de pédiatrie, vous allez quand même avoir de la gériatrie à peu près de partout. Donc vous allez avoir des services de gériatrie, donc en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospitalier. Donc ça peut être dans un service de SSR gériatrique, donc soins de suite et de réadaptation, ou ça peut être en extra-hospitalier, par exemple dans les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile. Donc soins infirmiers, donc les infirmiers en fait sont présents dans ces services, mais pour des soins techniques, et tout ce qui est soins de nursing sont délégués aux aides-soignantes. Donc il y a des aides-soignants dans ces services-là, donc vous pouvez exercer dans ces services-là, donc vous pouvez avoir un stage dans ces services-là. Et donc après aussi, il y a l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. Donc l'EHPAD, je pense que c'est un petit peu un incontournable dans cette formation. Si vous voulez vraiment pas travailler avec les personnes âgées, changez de filière, quoi. Enfin, allez dans la puériculture, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de personnes âgées. Mais pour la formation aide-soignante, c'est un incontournable. Donc voilà, donc chaque stage en fait sera évalué par une grille. Donc je vais vous en montrer une qui est pas trop, on m'a pas trop massacré. Donc voilà. Tiens, celui-là c'était mon éclat. Donc je vais vous expliquer par exemple moi ce que j'ai fait comme stage, comme ça je vous raconte un petit peu ma vie en même temps. Donc par exemple mon premier stage a eu lieu en gériatrie. Donc dans un établissement, dans un EHPAD quoi. Mon deuxième stage a eu lieu en médecine, donc c'était en cancérologie plus précisément. Mon troisième stage a eu lieu en chirurgie, donc en chirurgie orthopédique et esthétique. Mon quatrième stage a eu lieu en gériatrie, donc en EHPAD mais en unité Alzheimer. Mon cinquième stage a eu lieu en extra-hospitalier, donc dans un SIAD, voilà, où j'étais à domicile. Et mon sixième stage a eu lieu en gériatrie, donc ce coup-ci en milieu hospitalier, donc dans un service de SSR gériatrique à l'hôpital. Voilà. Donc je vais vous montrer par exemple une grille où j'ai pas été trop massacrée. Donc en fait, en haut, ce que je vous cache, en gros, en haut c'est marqué que c'est pour le diplôme d'état d'aide-soignant, que vous allez avoir une évaluation, que c'est une évaluation des compétences en stage. Vous avez le nom de l'institut de formation, évidemment. Vous avez le lieu de stage, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer parce que ça n'a pas d'intérêt. Vous avez mon nom et prénom. Après, vous avez les années, la période du stage, donc les dates. Et vous avez la durée du stage, donc 140 heures donc vous avez 6 fois 140 heures dans votre formation. Donc ce qui fait un stage de 4 semaines, donc à peu près un mois. Donc voilà, donc je vous cache comme ça. Donc vous avez des grilles comme ça, où vous avez des évaluations, les compétences que vous devez valider en stage, donc c'est recto verso. Donc je vais faire comme ça. Et là je vous cache parce qu'après il y a l'appréciation du cadre de santé avec la signature du cadre de santé, le cachet d'établissement, donc encore là pour des questions de confidentialité, je ne les montre pas. Et en gros vous avez des grilles aussi derrière comme ça. Donc en gros pour chaque module vous allez avoir des compétences à valider. Donc par exemple pour le module 1, vous allez avoir l'identification des besoins d'une personne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin dans mon autre vidéo. Donc avec les recueils des informations, donc les besoins à identifier, la culture, prendre en compte aussi le patient en fonction de sa culture, de ses habitudes de vie et de ses choix en fait. Parce que le problème c'est que vous allez avoir des patients athées, vous allez avoir des
des patients qui auront une religion, ou même des patients qui auront des croyances particulières, qu'il faudra prendre en compte pour votre prise en charge. Parce que par exemple, une personne de confession juive, par exemple, il va manger cachère. Donc déjà, c'est un renseignement en plus à mettre dans le dossier pour que justement qu'il y ait enfin c'est un exemple, par exemple pour qu'il y ait un suivi, pour que vous puissiez commander des plats cachères si l'établissement le propose, ou alors proposer une alternative acceptable pour la personne. Vous avez aussi les personnes de confession musulmane qui vont peut-être manger sans viande si vous n'avez pas la possibilité de leur proposer des plats adaptés. Voilà, donc vraiment composer avec le patient, et puis aussi accepter que certains patients, pour une religion ou une croyance particulière, refusent certains soins, ou par exemple un homme préfère être soigné par un homme, ou une femme préfère être soignée par une femme, parce que pour eux c'est dans leur mentalité, c'est dans leur façon, et c'est dans leur choix de vie, et il ne faut pas aller à l'encontre de ce patient là, parce qu'il faut composer avec le patient et pas contre sa volonté, et il faut surtout garder un climat de confiance pour avoir une bonne prise en charge. Voilà, je fais beaucoup de blabla, mais voilà. Ensuite, il y a aussi des mises en... Donc, il y a 2 grandes thématiques dans la compétence 1, donc dans le module 1. Il y a la mise en œuvre des activités d'aide. Donc, voilà, respecter donc, dans tous les soins que vous allez faire. Il y a la norme, on va dire, alors, qu'est-ce que c'était? Hygiène, respect, confort, HCRS. Hygiène, confort, respect, sécurité. Et bien sûr, on vous demandera de respecter quand même, dans le respect, il y a aussi le respect de la pudeur, le respect justement des traditions et des croyances du patient. Et il y a aussi une petite composante, mais qui est, on va dire, secondaire par rapport à tout ça, c'est l'économie. Parce que maintenant, on est dans un contexte où le milieu hospitalier, même le milieu extra-hospitalier, quand même, croule sous la dette. Enfin, croule pas sous la dette, mais a quand même des finances assez limitées. Et qu'en cancérologie, où il y a quand même une abondance de matériel, parce que justement la pathologie est grave, donc voilà, mais dans les autres services, mais dans tous les cas on va vous demander de faire des économies, mais bien sûr on va vous faire des économies, mais dans le respect des autres règles d'hygiène qui sont prioritaires en fait, parce que finalement si vous par exemple vous faites une faute d'hygiène pour une question d'économie, on fera ce reproche là d'avoir fait cette faute d'hygiène. Alors qu'est-ce que vous avez à justifier que vous faites une erreur d'économie, vous gaspillez du matériel pour répondre à un risque infectieux par exemple, et que vous ne voulez pas faire une faute d'hygiène? Si vous avez cet argumentaire là, et qu'il est quand même bien recevable, et ben vous allez quand même, je sais pas si je parle trop la France là en ce moment, je crois que je bégaye. Donc cet argument là sera recevable parce que justement il est dans le respect du patient, dans le respect et dans la prise en considération des risques liés à la prise en charge de ce patient, donc des risques infectieux notamment. Donc voilà, et la stimulation, ça c'est très important, donc je vous lis quelques petits points, je vous lis pas tout parce que sinon on en a pour des heures. Et la stimulation du patient, aider, ne pas faire à la place de, faut vraiment toujours stimuler, voir, parce que finalement tout faire un patient, parfois c'est un gain de temps, parce que parfois tout faire c'est plus rapide quand on le fait nous-mêmes, quand on le fait nous, que quand c'est le patient qui le fait. Mais voilà, on peut stimuler le patient si on a vraiment son approbation, il faut quand même le stimuler, lancer dans un petit débat d'argumentation si le patient n'est pas trop réceptif à cette information-là, et lui dire que c'est finalement pour lui conserver une certaine autonomie, et cette autonomie-là va finalement le valoriser en tant que personne, parce qu'il ne sera plus passif de son soin, il sera aussi acteur de son soin à son niveau, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est très important de stimuler la personne, même si parfois ça prend plus de temps. Par exemple, une personne qui a une hémiparésie, par exemple, qui a à moitié paralysie, enfin à moitié, pas en hémiplégie, mais en hémiparésie, qui a un côté qui ne maîtrise pas forcément, et les gestes seront beaucoup plus lents et qui vont entraîner beaucoup plus d'angoisse. Le problème c'est que le problème c'est que si on le fait jamais, le patient perd de la motricité, et si on le fait souvent, s'il y a une petite hésitation, le patient va retrouver confiance en lui. Et c'est important. L'important c'est pas d'être le super héros qui fait tout, c'est aussi d'être là pour composer avec le patient. Ça je crois que je l'ai répété 1000 fois dans cette vidéo, mais pour vraiment faire un travail d'équipe finalement avec le patient, que de pouvoir interagir avec lui à travers son soin, et que finalement il ne soit pas passif, parce qu'une passivité ça peut être très mal vécu, surtout par des personnes très jeunes, parce qu'on a des patients qui font des AVC très jeunes, qui ont des accidents de la route très jeunes, même des adolescents, et se dire que finalement quand on est passif d'un soin, finalement, notre corps ne nous appartient plus. Il appartient justement à l'équipe, au service médical. Et vous vous rendez compte à quel point ça peut être horrible de se dire qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Donc voilà, c'est pour faire un débat, mais en gros, c'est vraiment très important de pouvoir travailler avec le patient et de prendre en compte le patient dans son soin. C'est pour ça que chaque personne est unique, donc chaque façon de faire, chaque prise en charge doit être unique.
même s'il y a plus des patients qui ont la même pathologie, qui ont à peu près la même histoire de la maladie en tout cas, le vécu ne sera pas le même, la façon d'appréhender les choses ne sera pas la même, le relationnel avec les soignants ne sera pas le même. Donc dans tous les cas, il faut prendre en compte le patient en tant que personne et pas le bout de viande qu'il faut laver. Parce que franchement, il ne faut pas déshumaniser le soin parce que c'est déjà, je pense, très réducteur pour un patient de se dire qu'il ne peut pas faire les choses lui-même, surtout quand c'est un patient jeune. Ce n'est pas qu'un patient âgé, c'est pas grave, mais on va dire que pour un patient jeune, c'est d'autant plus traumatisant. Voilà. Donc dans la partie 2, il y a donc apprécier l'état clinique d'une personne. Donc avec l'évaluation de l'état clinique, donc faire une observation qui soit fiable, surveiller, donc être vigilant sur le changement de l'état clinique du patient, et puis aussi repérer des situations d'urgence. Donc voilà, si vous êtes un patient qui a une dyspnée, donc qui a du mal à respirer, qui est en détresse pratiquement respiratoire ou qui est complètement en désaturation, la première chose que vous faites, c'est quand même de vérifier qu'il respire bien, la saturation d'oxygène, ou voilà. Enfin, bref, vous allez voir ça par vous-même, mais en gros, pas dire ouais, bon. Voilà. Il faut pouvoir transmettre les informations et les transmettre assez rapidement pour pouvoir réagir rapidement. Voilà. Ensuite, la mesure des paramètres vitaux, donc comme je dis, température, donc les prises en compte, il y a la température, la saturation d'oxygène, la tension artérielle. Voilà, vous avez, si la diurèse est demandée, vous faites la diurèse. Voilà, et vous avez des soins particuliers. Ensuite, dans le module 3, vous avez réalisé des soins adaptés. Évidemment, c'est bien beau de savoir faire des soins, mais il faut aussi qu'ils soient adaptés aux patients. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour le module 1. Donc voilà, les techniques de lavage des mains, ça ils vont bien vous saouler avec ça, vous allez faire des TP. Moi j'ai fait un TP, je crois de 2 heures, où pendant 2 heures on s'est lavé les mains. Enfin, on se lavait les mains, on faisait une pause. La formatrice regardait ce qu'on faisait, et puis après il fallait se relaver les mains pour rectifier, et en fait que ce soit impeccable, on sortait pas de la salle de TP. Donc la salle de TP en fait c'était que des lavabos. Et on sortait pas de la salle de TP tant que le lavage des mains n'était pas impeccable. Et après on a pris la friction avec le chat, donc la solution hydroalcoolique, voilà, bref. Donc après les règles d'hygiène, donc on va vraiment miser sur l'hygiène, bien avant le module 6, on va miser sur l'hygiène pour le module 3, ce qui paraît évident. Et après, donc l'efficacité des soins, donc il faut avoir une évaluation sur ce que vous faites. Après, l'adaptation des soins à la personne, ça on n'en répétera jamais assez. Et enfin, les règles d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées. Et voilà les ressources de la personne prises en compte. Voilà. Arriver à composer avec le matériel de la personne, même si parfois on a des cas assez tristes où la personne n'a pas de famille et personne qui peut lui apporter du matériel. Bon, parfois on a du matériel à l'hôpital ou dans les services, voilà, mais en EHPAD ça devient très vite compliqué par exemple. Donc voilà, après le module 4, donc bien sûr ce sera sur tout ce qui est ergonomie, donc les gestes et les postures adaptés à la santé de la personne mais à la santé aussi du soignant. Donc le matériel choisi de façon correcte, voilà. Les méthodes de manutention pour le transfert et le transport des personnes sont appliquées. Et les règles de confort et de sécurité pour la personne sont respectées. Voilà. Pour le module 5, donc établir une communication adaptée à la personne. Donc faire une communication effective. Avoir des techniques d'écoute adaptées. Donc je vous ai parlé de l'écoute active dans une des vidéos. Avoir un langage adapté. C'est bonjour madame X ou bonjour monsieur Y. C'est pas wesh le vieux, wesh la vieille. Non, je dis ça parce que franchement, il y a des personnes, parfois même pas très, qui sont pas forcément très jeunes, des personnes aussi d'âge moyen, faut pas, après dans certains services, enfin faut s'adapter au service, mais déjà vous voyez le patient, vous le dites madame ou monsieur, voilà. Dans certains services, surtout pas en EHPAD, mais dans les services plutôt Alzheimer, où parfois la personne n'a plus notion de sa propre identité, vous pouvez être autorisé à appeler la personne par son prénom. Mais si vous n'avez pas d'accord dans les autres services, vous n'avez pas l'accord de la personne, à moins que ce soit un très jeune enfant, parce que c'est pas parce que vous êtes aide-soignante, vous n'allez pas, ou aide-soignant, vous n'allez pas avoir des publics assez jeunes. Bien sûr, si vous avez un gamin de 10 ans, n'allez pas lui dire monsieur XYZ, appelez-le par son prénom, vous pouvez, je pense, le tutoyer, quoi. Après, quand vous êtes avec un ado, c'est plus complexe. Mais bon, bref, en gros, quand vous êtes face à une personne adulte, c'est pas votre copain, même si vous le suivez depuis longtemps, il y a un minimum de distance. Il faut qu'il y ait une proximité avec le patient pour qu'il y ait un climat de confiance. Mais vous êtes là pour le soigner. Il faut surtout que vous faites des soins parfois qui sont proches, qui vous rentrez dans l'intimité de la personne. Donc si vous ne mettez pas cette distance-là avec le vouvoiement et avec le madame, monsieur ou mademoiselle, eh ben ça risque de rendre une situation assez complexe. Surtout qu'il y a des patients, parfois même des soignants, qui s'attachent vraiment à la personne. Donc si vous ne mettez pas cette distance-là dès le départ,
ça va être compliqué, vous risquez de rentrer dans l'affectif, et quand vous êtes dans avec des patients, soit qui vont décéder, soit qui vont quitter le service, vous risquez d'être inconsolable, et c'est pour ça que cette distance est nécessaire. Voilà. Même si c'est parfois difficile, hein, je l'admets. Hein. Moi, il y a des personnes qui m'ont touché plus que d'autres, il y a des patients que j'ai pris en charge dont j'ai complètement oublié l'existence parce que ils n'étaient pas insignifiants pour moi, mais en gros, il n'y a pas eu je les ai eus de façon très éphémère, ou alors finalement c'était une simple relation soignant soignée, avec son propre affect et son propre vécu, on s'attache plus à d'autres personnes qu'à d'autres, et à des personnes qui m'ont marqué. Après, le but c'est quand même d'avoir cette distance-là. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, donc voilà. L'information donnée est comprise par la personne ou son entourage. Donc après, voilà, si la personne ne comprend pas, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous fait une formation, on n'a pas tous une formation en grec ou en latin, en maîtrisant les étymologies grecques et latines pour comprendre les mots compliqués que le milieu médical aime bien utiliser. Donc voilà, si une personne ne comprend pas, vous pouvez lui dire les mots scientifiques, mais si vous voyez que ça va pas, il faut justifier. C'est pas aviliser la personne et la prendre pour une imbécile, de lui parler avec un langage simplifié, c'est de s'assurer qu'elle a compris, parce qu'il y a des personnes qui vont pas oser, parce qu'ils vont être dans un climat où déjà ils sont pas bien parce qu'ils sont malades, mais ils vont avoir un sentiment d'infériorité par rapport à ça, et ils n'oseront pas vous poser la question, en fait ça veut dire quoi? Ils vont vous dire oui, 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 mais ils n'auront rien compris. Et donc le but c'est surtout qu'il y a dans la médecine, dans tout ce qui est soin en général, il y a quelque chose qu'on appelle le consentement libre et éclairé. Ça veut dire que le patient doit donner son consentement pour les soins qu'il reçoit. Sauf quand dans des cas particuliers où il est inconscient ou quoi que ce soit, mais sinon le patient doit vraiment vous donner son approbation pour les soins. Et comment vous voulez qu'un patient vous donne son consentement libre et éclairé s'il ne comprend même pas ce qu'il a, ou il ne comprend même pas ce qu'on va lui faire? Voilà. Je vous laisse cogiter là-dessus. Vous avez 4 heures. Non, plus sérieusement, voilà, donc vraiment adapter son langage, donc avoir un langage plutôt soutenu avec l'équipe, enfin plutôt soutenu, tout est relatif, hein, et avoir quand même un langage correct, mais quand même adapté pour le patient. Et après, les attentes de la personne sont prises en compte, donc bien sûr, c'est toujours la question de la communication. Il faut prendre en compte la personne, et je vous répète l'histoire de l'écoute active. Ensuite, l'élève fait preuve de maîtrise de soi. Ça, c'est pas toujours évident. Donc la maîtrise de soi, je pense que ça se prend sur deux points. La maîtrise de soi, on va dire, un patient décède, il faut pas non plus, vous avez la famille à côté, vous n'allez pas non plus vous mettre à pleurer, à dire pourquoi, enfin, moi franchement, mon premier patient, je l'ai perdu dans mon premier stage, et c'était quelque chose, quoi. Après, j'ai pas eu le temps de beaucoup le prendre en charge, mais la première fois, comme toutes les premières fois, on s'en souvient. Après, c'est parler avec l'équipe. Déjà, regarde, donc parler avec l'équipe, leur demander comment eux ils font pour finalement arriver à avoir une certaine distance. Parce que si vous n'avez pas cette distance-là, vous êtes trop dans l'affect, et vous n'allez pas être un bon soignant parce que ça va vous affecter personnellement, en fait. Voilà. Et donc, il y a aussi la preuve de maîtrise de soi. On n'est pas toujours avec des patients très sympas. Surtout quand on est une femme, surtout quand on est en situation de surpoids, et surtout quand on est d'un faciès étranger, on reçoit quand même des remarques parfois bien désobligeantes. Donc je ne vais pas vous citer d'exemples, mais vous pouvez comprendre de quelles remarques vous pouvez entendre parler. Donc voilà. Donc voilà. Après la question c'est, faut quand même avoir une réponse quand vraiment ça va trop loin, mais avoir une réponse dans le calme. Et on est quand même des êtres humains et on n'est pas toujours calme. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail, c'est pratiquement un jeu d'acteur finalement pour répondre à un patient qui est malhonnête ou pas très correct avec la personne. Et bien sûr, on ne parle pas aussi des patients avec la main baladeuse. Quand vous êtes une femme, vous en subissez quand même pas mal. Comment réagir? Parce qu'en temps normal, vous leur donnez une tarte à l'extérieur hors milieu professionnel. Un homme qui vous met la main en face, vous donne une tarte. Là, vous n'allez peut-être pas gifler un patient, mais faire comprendre au patient qu'il y a une distance. Et là, là, c'est vraiment le côté vraiment important de la distance avec le patient, d'avoir une proximité, mais tout en ayant une distance. C'est très paradoxal, mais croyez-moi, quand vous serez dans un service, vous comprendrez mieux mes propos. Enfin, donc après, donc le module 6, c'est tout ce qui est hygiène, donc les techniques de nettoyage, désinfection, de stérilisation appliquées correctement, etc. De pas surconsommer, voilà, mais ne pas non plus dire « Oh, bah ça va, là, c'est propre », parce qu'en fait, on cherche pas, dans le bio-nettoyage, on cherche pas à nettoyer... À laver ce qu'on voit, on cherche à laver justement ce qu'on voit pas. Donc dites pas ouais bah là c'est pas trop sale, voilà.
Bon, je me comprends. Après, donc, respecter le circuit propre, le circuit sale, donc pour le linge, pour le matériel, etc. Et puis, utiliser les produits adaptés. Voilà, n'allez pas utiliser le produit pour les chiottes pour laver l'adaptable. Voilà, ça paraît drôle comme ça, mais il y a des erreurs comme ça, et pouvoir s'adapter par exemple à une pénurie de produits, ne pas hésiter voilà, à faire remonter les problèmes et tout ça dans ce que vous pouvez avoir. Bref, je me comprends. Vous me comprenez, j'espère. Et voilà, donc après, donc, dans tout ce qui est 7 et 8, donc je vous les fais ensemble. Donc voilà, les informations communiquées sont fiables et exactes, l'élève fait preuve de discernement pour la transmission des informations, donc pas transmettre n'importe quoi. Pas transmettre des choses qui n'ont pas de cohérence. Voilà, si le patient a reçu de la visite et que cette visite-là, il y a eu une dispute et que cette visite-là a changé son état émotionnel, c'est un intérêt. Mais dire, ouais, aujourd'hui il a eu de la visite et puis écrire 10 pages là-dessus pour dire qu'en fait, il s'est passé ça, ça et ça, alors qu'en fait, ils sont juste venus lui apporter du linge et voir comment il allait. Voilà, on va dire qu'il faut être... Vous avez des informations, c'est pas nécessaire de tout transmettre, surtout en relève. Bon, vous pouvez en discuter comme ça pour... si vous parlez d'un patient, par exemple, par rapport à une prise en charge particulière. Mais sinon, pas besoin de faire toute la vie du patient. Le minimum suffit. Mais il faut que ce soit suffisant. Voilà. Donc, le secret professionnel. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez parler d'un patient, vous êtes libre de parler d'un patient. Donc, déjà, où vous en parlez. Parlez-en dans un lieu où... donc, ça, déjà, c'est dans le parler. Donc, vous en parlez dans un lieu qui n'est pas accessible au public. Donc, exemple, salle de soins, salle de relève ou de réunion dans certains services qui ont la salle de soins, ou bureau du ou de la cadre. Voilà. Vous évitez les cantines, les selfs, parce que j'ai vu beaucoup ça. Vous évitez les selfs, parce que les selfs, enfin vous évitez d'en parler pendant les selfs, parce que vous avez des familles qui peuvent avoir accès aux selfs et entendre que vous parlez de monsieur X ou de monsieur Y qui est leur proche. Et voilà, même si dans le terme... généralement quand on parle d'une maladie, on parle pas de la personne en termes bien élogieux. Donc quand même, enfin je dis pas qu'on dit du mal de la personne, mais généralement c'est pas très valorisant d'être malade quoi. Donc autant faire quand même preuve voilà, de discrétion. Deuxième point, c'est les relèves écrites. Les relèves écrites, généralement on les paume un petit peu partout, évitez de laisser la chambre du patient, de sortir avec quand vous avez fini votre service, parce que voilà. Donc ce qu'on conseille, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà les relèves. Ça dépend des stages, mais généralement, si vous avez la possibilité d'en imprimer une tous les jours, de prendre des notes tous les jours, détruisez votre relève à la fin de votre service, donc soit par un déchiqueteur s'il y en a dans le service, soit le mettre dans les dasseries, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux. L'endroit, le type de poubelle qu'on n'a pas envie trop de fouiller, donc je pense que au niveau de la confidentialité, on est quand même cohérent. Voilà. Ensuite, donc connaître ses limites dans la fonction d'aide-soignant. Donc connaître ses limites, donc vous posez pas une perf, hein, vous êtes aide-soignant, vous n'êtes pas aide-soignant ou aide-soignante, vous n'êtes pas infirmière. Voilà, pas faire d'extro, voilà, pas donner de médoc, même s'il y a certains services où il y a des petits glissements de tâches comme ça, surtout dans l'extra-hospitalier, mais soyez vigilants là-dessus. Et si vous êtes confronté à ça, essayez d'avoir une bonne argumentation, calmement, sans vous énerver, pour expliquer pourquoi ça, c'est pas bon. Voilà. Dites pas ouais, nanana, la loi, ouais, je vais avoir des problèmes. Vous pouvez dire les mêmes... Tout peut se dire finalement. Mais d'une certaine manière, voilà. Ensuite, on finit avec donc, les limites. Donc, après, donc, le travail est organisé en fonction des priorités, nanana. Donc ça, voilà, l'organisation du travail et la collaboration avec l'équipe. N'oubliez pas une chose quand vous êtes stagiaire. Je sais, cette vidéo est longue. Excusez-moi. N'oubliez pas une chose quand vous êtes stagiaire, vous êtes stagiaire. Vous allez dire, ouais, t'as trouvé ça toute seule. Vous êtes stagiaire, ce qui veut dire que vous n'êtes pas professionnel diplômé, vous n'êtes pas de l'équipe. Vous devez vous intégrer à l'équipe, mais en étant sous la subordination des professionnels qui sont en stage. Je crois qu'il y a des problèmes, là je vais vous laisser et je vous reprends dans une deuxième partie pour vous expliquer l'attitude en stage, d'accord? Allez, à tout à l'heure!